5 juin 1944, 20 et 1:15. Dans un bunker de Tourcoing, le renseignement de la 15e armée allemande capte le message qui annonce le plus grand débarquement de l'histoire et reste incapable de l'empêcher. Depuis 4 ans, 300 récepteurs allemands balaient 30 000 fréquences et traquent les opérateurs de la résistance jusque dans leurs chambres, où leur espérance de vie est tombée à 3 mois. Et pourtant, le service d'espionnage, le mieux équipé du monde, n'a jamais vraiment réussi à comprendre ce qu'il entendait. Comment peut-on tout intercepter, tout entendre et rester totalement aveugle? Pour répondre à cette question, il faut remonter 1 an en arrière. Mai 1943, quelque part en France occupée. Dans une petite chambre, tout en haut d'un immeuble, un homme est assis devant une valise ouverte. Ce n'est pas une valise de voyage, c'est une radio. Il a un casque sur les oreilles. Ses doigts tapent vite sur une petite touche en métal. Tac, 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 des points et des traits. C'est du morse, et c'est un message secret qui part vers Londres. Cet homme a un drôle de surnom. On l'appelle un pianiste. Et il sait une chose très simple. S'il reste trop longtemps sur les ondes, il est mort. C'est tout le problème de cette histoire. Les services secrets allemands étaient parmi les plus forts et les mieux équipés du monde. Et pourtant, devant la radio de la résistance française, ils restaient comme sourds. Pour comprendre comment c'était possible, restons un instant dans cette chambre. Parce que tout commence ici. Un homme, une valise, et quelques minutes à peine. Le long du mur, il y a un fil. Un simple fil de cuivre, long d'environ 20 mètres. C'est l'antenne. Sans elle, le message ne part pas. Mais une antenne tendue, c'est aussi un grand danger. Alors le pianiste ne la déplie qu'au dernier moment, juste avant d'émettre. Il garde un œil sur sa montre. La règle est claire. Il ne faut pas rester plus de 5 minutes. 5 minutes, pas une de plus. Au-delà, le risque devient trop grand. Il transpire. La pièce est froide, mais ses mains sont moites. Dehors, la nuit est calme. Trop calme. Pour comprendre cette peur, il faut connaître les chiffres. Et ils font froid dans le dos. Un opérateur radio, en mission, ne vivait pas longtemps. En moyenne, 3 mois. Parfois 6, s'il avait beaucoup de chance. Entre 1940 et 1942, sur 10 opérateurs, près de 7 ont été arrêtés. Et la moitié de ceux-là ont été tués. Taper sur cette petite touche, c'était jouer sa vie, à chaque fois. Pourquoi un tel danger? Parce que les Allemands ne dormaient pas. De l'autre côté, des centaines d'hommes écoutaient le ciel, jour et nuit. Ils avaient environ 300 récepteurs. Ces appareils surveillaient près de 30 000 fréquences en même temps. Imaginez 300 oreilles géantes, posées sur toute la France, qui cherchaient le moindre petit bruit nouveau. Dès qu'une radio inconnue se mettait à parler, un point lumineux apparaissait sur leurs écrans. Et la chasse commençait. Cette chasse était bien organisée. D'abord, des stations placées très loin, dans plusieurs villes, écoutaient le signal en même temps. En croisant leurs mesures, elles trouvaient à peu près la région d'où venait le message. Ce n'était pas encore très précis. Mais ensuite, des voitures spéciales arrivaient sur place. On les appelait des voitures Gogno. Elles tournaient dans les rues, tout doucement, pour sentir d'où venait l'onde. Plus elles approchaient, plus le signal devenait fort dans leurs appareils. La Gestapo suivait derrière, dans d'autres voitures, prête à frapper. Et quand ils voulaient aller encore plus vite, les Allemands faisaient une chose simple et terrible. Ils coupaient l'électricité, quartier par quartier. Si la radio s'arrêtait d'un coup, c'est qu'elle se trouvait dans le quartier sans courant. Ils refermaient ainsi le piège, rue après rue, maison après maison. Certains hommes marchaient même à pied dans les rues, avec un petit appareil de détection caché sous leur manteau. Le pianiste, dans sa chambre, ne voyait rien de tout cela, mais il le savait. C'est pour ça qu'il regardait sa montre. On pourrait croire que c'est ça, tout le problème. Être trouvé. Eh bien non. Il y avait un danger encore plus grand et plus discret. Les messages étaient cachés. Ils étaient codés. Chaque mot était transformé, pour qu'on ne puisse pas le lire. Mais la façon de coder était faible. À cette époque, beaucoup d'agents se servaient d'un poème connu pour cacher leurs mots. Le souci, c'est qu'un poème connu, les Allemands pouvaient le connaître aussi. Et ils avaient toute une équipe d'hommes très intelligents, dont le seul travail était de casser ces codes, assis à des bureaux,
du matin au soir. Quand ils y arrivaient, ils lisaient le message en entier. Et là, c'était la catastrophe. Car en lisant un seul message, ils découvraient des noms, des adresses, des rendez-vous. Une arrestation en amenait une autre, puis une autre encore. Toute une chaîne d'amis tombait, comme une rangée de dominos. Loin de là, à Londres, un jeune homme regardait tout cela avec inquiétude. Il s'appelait Léo Marx. Il avait à peine 22 ans. Ce n'était pas un grand chef, ni un général. Son père tenait une librairie de vieux livres, dans une rue de Londres. Léo avait grandi au milieu des livres, des codes secrets et des énigmes. On l'avait d'abord envoyé dans la grande école des spécialistes anglais, à Bletchley. Mais là, bas, on n'avait pas vraiment voulu de lui. On l'avait trouvé étrange, trop rapide, pas comme les autres. Alors on l'avait poussé vers un service plus petit, qu'on jugeait moins important. Personne n'attendait grand-chose de ce garçon. Pourtant, Léo Marx a vu une chose que les experts, eux, ne voyaient pas. Tout le monde se posait la même question. Comment empêcher les Allemands de trouver les radios? Comment émettre plus vite, plus court, plus loin? Léo, lui, a retourné le problème. Le vrai danger, pensait-il, ce n'était pas d'être trouvé, c'était d'être compris. Tant que l'ennemi pouvait lire les messages, chaque agent capturé livrait tous les autres. La radio, on ne pouvait pas la rendre vraiment invisible. Mais le message, lui, on pouvait le rendre impossible à lire. Et ça, à ce moment-là, personne n'y croyait encore. Léo Marx avait donc une idée simple, mais énorme. Puisqu'on ne pouvait pas rendre la radio invisible, il fallait rendre son contenu illisible, même si l'ennemi l'entendait, même s'il captait tout. Le message devait rester un mur fermé. Mais comment faire? Il a d'abord regardé ce qui n'allait pas. Les agents codaient leurs mots avec un poème connu. Marx a dit « Changeons de poème. Au lieu d'un poème célèbre, chaque agent aura le sien, écrit juste pour lui. Un texte que personne d'autre ne connaît. » Marx en a même inventé beaucoup lui-même, le soir, à son bureau. C'était déjà mieux, mais pas assez. Un poème, ça reste dans la tête. Et ce qui reste dans la tête, on peut le faire sortir sous la torture. Marx a donc fait un grand pas. Il a remplacé le poème par des clés, toutes prêtes, imprimées sur un morceau de tissu. Et pas n'importe quel tissu, de la soie. Sur le carré de soie, il y avait des lignes de lettres et de chiffres mélangés au hasard. L'agent prenait une ligne pour coder un message. Puis, il coupait cette ligne avec des ciseaux et la brûlait. Une ligne, un seul message, jamais deux fois. Le lendemain, une autre ligne. Le surlendemain, encore une autre. Pourquoi la soie? Parce que la soie a des qualités magiques pour un espion. Elle est fine. On peut la plier tout petit et la cacher dans la doublure d'un manteau. Quand un policier vous fouille et tape sur vos poches, le papier fait du bruit. La soie, elle, ne fait aucun bruit. Et si le danger arrive, on peut la brûler en quelques secondes. C'est pour cela que Marx parlait de la soie ou le cyanure. Le cyanure, c'était la pilule de poison que les agents portaient sur eux pour mourir vite plutôt que de parler. Marx disait « Donnez-leur de la soie, et peut être qu'ils n'auront pas besoin du poison ». Cette idée changeait tout. Avec une clé toute faite, l'agent n'avait plus rien à apprendre par cœur. Donc, même capturé, même frappé, il ne pouvait pas livrer la clé. Il ne l'avait pas dans la tête. Il l'avait dans sa poche et il l'avait brûlée. Et comme la clé ne servait qu'une seule fois, casser un message ne servait à rien pour le suivant. Chaque message était une porte fermée avec une serrure différente. Puis Marx est allé encore plus loin. À la fin de l'année 1943, il a poussé un système encore plus fort, le masque jetable. Le principe était proche, mais poussé jusqu'au bout. Pour chaque lettre du message, on prenait une clé tirée au hasard. Et cette clé ne revenait jamais. Les mathématiciens le savent. Un code comme celui-là est impossible à casser. Pas difficile. Impossible. Même avec tout le temps du monde. Même avec les hommes les plus intelligents. Pour la première fois, l'ennemi pouvait tout entendre et ne rien comprendre. Mais attention, il restait un autre problème, très concret. Coder un message à la main, c'est long et compliqué. Un agent fatigué, qui a peur, qui a froid, fait des erreurs. Une seule lettre oubliée, et le message arrivait à Londres comme une bouillie de signes. On appelait ça un message indéchiffrable. Avant, quand cela arrivait,
Londres demandait à l'agent de tout recommencer. Mais recommencer voulait dire reprendre la radio, rester encore plus longtemps sur les ondes. Et donc risquer de mourir. Chaque message raté pouvait tuer un homme. Marx a refusé cela. Il a dit une phrase simple et forte: « Il ne doit plus exister de messages indéchiffrables ». Alors il a monté des équipes entières, surtout des jeunes femmes très douées dont le seul travail était de réparer les messages cassés. Elles essayaient des milliers de combinaisons, à la main, penchées sur des feuilles, parfois toute la nuit. Quand un message arrivait en bouillie, ce n'était plus à l'agent de recommencer. C'était à elle de deviner. Comme ça, l'homme en France pouvait éteindre sa radio et disparaître dans la nuit. Le danger passait de l'agent au bureau de Londres, et au bureau de Londres, on ne mourrait pas. Tout cela semble logique aujourd'hui. À l'époque, pas du tout. Marx a dû se battre. Pas seulement contre les Allemands, contre ses propres chefs. Souvenez-vous, ce n'était qu'un garçon de 22 ans. Et il venait dire à des officiers, des hommes plus âgés et haut placés, que leur façon de faire mettait des gens en danger. On n'aime pas entendre ça. Les chefs traînaient des pieds. Changer les habitudes coûtait du temps, de l'argent et de la soie, qui étaient rares pendant la guerre. Marx a donc avancé par la ruse. Il parlait directement aux agents avant leur départ, les écoutait, gagnait leur confiance. Petit à petit, les agents eux-mêmes sont devenus ses meilleurs alliés. Et quelques chefs, voyant que ses idées sauvaient des vies, ont fini par le soutenir. Pendant ce temps, en France, les choses changeaient aussi. À partir de 1943, la résistance s'organisait mieux. Du matériel arrivait en plus grande quantité, parachuté dans la nuit. Des ingénieurs, comme Jean Fleury, repensaient toute la façon d'émettre pour que ce soit plus sûr et mieux réparti. De plus en plus d'opérateurs étaient formés en Angleterre, puis renvoyés en France. Lentement, deux mondes se rejoignaient, les codes de Londres et les radios de la résistance. D'un côté, des carrés de soie pleins de chiffres. De l'autre, des hommes courageux dans des chambres froides. Ensemble, ils construisaient quelque chose que l'ennemi n'avait pas vu venir. Et bientôt, on allait voir si cela marchait vraiment. Alors, est-ce que tout cela a marché? Oui, et les chiffres le montrent. Souvenez-vous du début. Entre 1940 et 1942, près de 7 opérateurs sur 10 étaient arrêtés. C'était un carnage. Mais après 1943, avec les nouveaux codes, le nouveau matériel et la nouvelle organisation, tout a changé. Le nombre d'arrestations a beaucoup baissé. On est passé d'environ 7 opérateurs sur 10 à seulement 2 ou 3 sur 10. Beaucoup d'hommes restaient en vie. Et comme ils restaient en vie, ils pouvaient travailler plus. L'effet est spectaculaire. La radio de la résistance ne murmurait plus. Elle criait. Au lieu de quelques messages risqués, on en envoyait maintenant environ 150 par jour. 150. En mai 1944, juste avant le grand jour, il y avait 135 stations cachées qui émettaient en France. 135 petites valises secrètes dans des fermes, des greniers, des appartements. Les Allemands avaient toujours leurs 300 récepteurs et leurs 30 000 fréquences. Ils entendaient ce bruit qui montait, de plus en plus fort. Mais entendre n'est pas comprendre. Et là était toute leur défaite. Maintenant, il faut parler de l'autre arme secrète. Une arme si simple qu'elle paraît presque bête. Chaque soir, à la radio de Londres, une voix française disait « Ici Londres. Les Français parlent aux Français. » Puis, veuillez écouter d'abord quelques messages personnels. Et alors, arrivaient des phrases étranges, sans aucun sens. La girafe a un long cou. Jean a une longue moustache. Les sanglots longs des violons de l'automne. Des dizaines de petites phrases bizarres, lues d'une voix calme. Pour un Allemand qui écoutait, c'était de la folie. Que voulaient dire ces mots? Rien, en apparence. Mais voilà le secret. Chaque phrase était un signal, préparé à l'avance, connu de 2 personnes seulement. Celui qui parlait à Londres et le groupe qui attendait en France. Pour ce groupe, Jean a une longue moustache pouvait vouloir dire « Faites sauter le pont cette nuit ». Mais pour tous les autres, même pour l'ennemi qui écoutait, cela ne voulait rien dire du tout. Le sens n'était pas dans les mots, le sens était caché dans la tête des 2 personnes. Et ça,
aucune machine, aucun savant ne pouvait le deviner. C'est exactement la même idée que les carrés de soie de Léo Marx. On peut tout entendre et rester complètement aveugle. Et puis arriva le soir le plus important. Le 5 juin 1944. La nuit, avant le débarquement, allons dans un endroit précis. À Tourcoing, dans le nord de la France, les Allemands avaient installé un poste d'écoute dans un grand bunker. Là, des soldats restaient assis devant leurs appareils, casques sur les oreilles, jour et nuit. L'air sentait le métal et la cigarette froide. Dehors, personne ne savait rien. Dedans, on guettait chaque mot venu de Londres. À 20 et 1:15, ce soir-là, une phrase tombe. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. C'est la suite du poème de Verlaine, commencé quelques jours plus tôt. Et là, surprise. Les Allemands de Tourcoing comprennent. Ils savaient depuis longtemps que ces vers annonçaient le débarquement. Le soldat qui tape le message est si nerveux qu'il se trompe. Il écrit longeur au lieu de langueur. Le chef du renseignement de la 15e armée, le colonel Meyer, donne l'alerte. La 15e armée se met en position. Attendez, les Allemands avaient donc compris ? Oui. Pour une fois, ils avaient lu le bon signal. Mais voici le plus étrange et le plus fort de toute cette histoire. Cela ne leur a servi à rien. La 15e armée s'est tenue prête. Mais toutes les autres armées allemandes, le long des plages, n'ont pas bougé. Personne n'y a vraiment cru. Et même ceux qui avaient compris ne savaient toujours pas l'essentiel. Où, exactement, les Alliés allaient-ils débarquer ? À quelle heure ? Sur quelle plage ? Voilà la grande leçon. Ce soir-là, plus de 350 petites phrases personnelles ont été lues à la radio de Londres. 350. Comment savoir laquelle comptait vraiment ? Comment deviner ce que chacune voulait dire ? Capter une phrase, ce n'est pas connaître le plan. Les Allemands tenaient un mot juste, perdu dans un océan de mots. Le système était fait pour ça. Même quand l'ennemi attrapait un morceau, le morceau ne suffisait jamais pour agir. Et pendant ce temps, Léo Marx jouait un autre tour à l'ennemi. Il savait que, juste avant le débarquement, le nombre de messages allait exploser. Il a donc inventé une ruse. Il a déguisé ses messages les plus solides pour qu'ils ressemblent à de vieux codes faibles, du genre que les Allemands savaient casser. Les casseurs de codes allemands voyaient passer ces messages et pensaient « Tiens, en voilà un facile !» Ils se jetaient dessus, perdaient des heures et des jours. Pour rien. Pendant qu'ils s'épuisaient sur de faux cadeaux, les vrais secrets passaient tranquillement. Marx avait appelé cette ruse son cheval au fer. Le résultat de tout cela ? Au moment le plus important de la guerre, la plus grande machine d'espionnage du monde écoutait des milliers de mots chaque jour. 300 récepteurs, 30 000 fréquences, des centaines de savants. Et malgré tout, devant la radio de la résistance, elle restait sourde au sens. Elle entendait bien la musique, mais pas la chanson. La guerre finit. Les armées allemandes reculent, puis tombent. Mais l'idée née dans la tête d'un jeune homme, elle, ne meurt pas. Au contraire, elle grandit. Le masque jetable, ce code que personne ne peut casser, est devenu une sorte de trésor pour le monde entier. Pensez-y, c'est le seul code dont les savants peuvent dire avec certitude qu'il est impossible à briser. Pas difficile, impossible. Alors, après la guerre, les pays les plus puissants s'en sont servis pour leurs secrets les plus précieux. Quelques années plus tard, le monde se coupe en deux. D'un côté l'Amérique, de l'autre l'Union soviétique. C'est la guerre froide. Les deux camps ont des milliers de bombes terribles et une peur immense qu'une simple erreur déclenche la fin du monde. Alors, on installe une ligne directe entre Washington et Moscou. On l'appelle souvent le téléphone rouge. Et pour protéger ces messages si dangereux, on utilise le masque jetable. Exactement le même principe que les carrés de soie de Léo Marx pendant la guerre. La petite idée d'un garçon de 22 ans était devenue le bouclier des plus grandes puissances du monde. Mais que devient l'homme, lui, Léo Marx ? Voilà le plus étonnant. Après avoir aidé à sauver tant de vies, Léo Marx range ses codes. Il ne reste pas dans le monde des espions. Il devient écrivain de cinéma. Il écrit des films. L'un d'eux, sorti en 1960, fera beaucoup parler de lui. Et pendant des dizaines d'années, presque personne ne sait ce qu'il a vraiment fait pendant la guerre. Tout cela était secret. Il garde son histoire pour lui, comme un de ses messages bien fermés. Ce n'est qu'en 1998,
alors qu'il est déjà un vieil homme, qu'il raconte enfin tout dans un livre. Le titre de ce livre est magnifique, Entre la soie et le cyanure. La soie qui sauve, le poison qui tue. Tout son combat tient dans ces 4 mots. 3 ans plus tard, en 2001, Léo Marx meurt. Le monde entier utilisait ses idées sans connaître son nom. La gloire, il ne l'a pas cherchée. Il a travaillé dans l'ombre. Et il est resté dans l'ombre, comme les agents qu'il avait protégés. Et eux, justement, ces agents, il ne faut jamais les oublier. Les pianistes, ces hommes et ces femmes courageux, penchés sur leurs valises dans des chambres froides, le doigt sur la touche, l'oreille tendue vers le danger. Beaucoup ont survécu grâce au nouveau code. Mais beaucoup, surtout au début, sont morts. Arrêtés, torturés, fusillés. Ils n'avaient pas d'uniforme brillant. Ils n'avaient qu'un fil de cuivre, une petite radio et un courage immense. Sans eux, les plus beaux codes du monde n'auraient servi à rien. Le code, c'était le cerveau. Eux, c'était le cœur. Alors, que nous apprend cette histoire? Une grande chose, et il faut bien l'écouter. La meilleure idée n'est pas venue de la grande école, celle qui était pleine de génie et d'experts. Rappelez-vous, on n'avait pas voulu de Léo Marx à Bletchley. On l'avait trouvé trop bizarre, trop jeune, pas assez sérieux. On l'avait poussé vers un petit service que personne ne respectait. Et c'est là justement, dans ce coin oublié, que la grande idée est née. Souvent, ce ne sont pas les plus puissants qui voient le mieux. Ce sont ceux qui regardent le problème autrement. Et quel était ce regard différent? Le voici, tout simple. Tout le monde se demandait comment mieux cacher nos messages. Marx, lui, se demandait et si on laissait l'ennemi tout entendre, mais sans jamais pouvoir comprendre? Au lieu de mieux cacher, il a rendu l'écoute inutile. C'est une drôle de leçon, mais elle est très belle. Parfois, on n'est pas en sécurité parce qu'on est invisible. On est en sécurité parce que, même bien vu, même bien entendu, on reste impossible à lire. Et le plus beau, c'est que cette idée vit encore aujourd'hui. Dans votre poche. Oui, dans votre poche. Quand vous envoyez un message sur votre téléphone, il est souvent protégé par ce qu'on appelle le chiffrement. C'est le petit-fils direct des carrés de soie de Léo Marx. Votre message voyage à travers le monde, passe par des milliers de machines, mais reste fermé à clé. N'importe qui peut entendre qu'un message passe. Mais sans la bonne clé, personne ne peut le lire. Votre téléphone fait, sans le savoir, la même chose que ces espions dans la nuit de 1943. Ils laissent tout passer et ne livrent rien. Mesurez bien le contraste. Les Allemands de 1944 avaient 300 récepteurs et 30 000 fréquences. Ils avaient des camions, des savants, des écrans pleins de points lumineux. Ils avaient la plus grande oreille du monde. Et pourtant, devant quelques carrés de soie et quelques petites phrases bizarres, cette immense oreille n'entendait que du vent. C'est peu être ça, la vraie leçon de cette histoire. On ne perd pas une guerre de l'information parce qu'on n'entend pas l'ennemi. On la perd parce qu'on ne comprend pas ce qu'on entend. Écouter, c'est facile. Comprendre, c'est tout autre chose. On peut remplir une pièce d'appareils, d'antennes et d'experts, et rester aussi perdu qu'un homme dans le noir, qui entend des voix mais ne saisit aucun mot. Le renseignement allemand n'a pas perdu ce combat par manque de force. Il l'a perdu parce qu'en face, des gens malins avaient compris une vérité simple. Le vrai secret n'est pas de parler tout bas. Le vrai secret, c'est de parler tout fort, dans une langue que l'ennemi ne pourra jamais apprendre. Et c'est pour cela que, aujourd'hui encore, les fameux vers de Verlaine continuent de résonner. Les sanglots longs des violons de l'automne. Une phrase douce, presque triste, qui a traversé le ciel de la France occupée. Les Allemands l'ont entendue. Ils l'ont même écrite, mot pour mot, dans leur bunker. Mais ils n'ont jamais vraiment saisi ce qu'elle portait. Car le plus important n'était pas dans les mots. Il était dans le silence entre les mots. Et ce silence-là, aucune armée du monde n'a jamais pu le capturer.